Bonjour à tous. Nous allons commencer la seconde table ronde qui est consacrée à la question quel modèle pour l'exportation de défense face à l'évolution du contexte actuel. Donc, comme nous l'avons vu dans la première table ronde, l'exportation de défense est un élément essentiel pour notre autonomie stratégique. Et pourtant, depuis plusieurs années maintenant, on voit que le contexte de ces exportations est en train de changer. Donc Lucie l'a rappelé tout à l'heure, on a une augmentation de la concurrence au niveau des exportations. Et puis, on a une importance croissante également des questions éthiques, environnementales ou sociétales. Donc, cette table ronde sera l'occasion de parler de ces questions et de voir s'il faut adapter le modèle suite à ces évolutions. Donc, pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir à cette table ronde Jean-Marc Duquesne, qui est délégué général du JICAT, Marion Paradas, qui est vice-présidente Relations internationales de Thales, et Philippe Koch, qui est directeur des affaires publiques d'Airbus. Alors, je devais également interviewer à cette table ronde où devait participer Claudia Major de l'Institut allemand sur les affaires internationales et de sécurité SWP. Mais avec l'actualité en Allemagne, elle a été obligée de décommander à la dernière minute. Alors, il nous a semblé que la position allemande était quand même très importante, et on en a parlé lors de la première table ronde, dans le contexte des exportations. Donc nous avons tenu à maintenir quand même sa prise de parole, et je l'ai interrogé entre midi et 2h, et donc vous allez pouvoir avoir la position allemande, à la fois la position historique et l'évolution qui peut être attendue avec le nouveau gouvernement. Donc on peut écouter Claudia Major. Bonjour Claudia Major. La table ronde 1 a montré l'importance des exportations pour l'autonomie stratégique française. Pouvez-vous nous dire comment jusqu'ici s'est positionnée l'Allemagne vis-à-vis de l'exportation de défense ? Effectivement, c'est une question qu'on répond très différemment en Allemagne qu'en France. Et à mon avis, il y a deux éléments clés pour comprendre la position de l'Allemagne sur les questions de l'industrie de défense, des exportations et de la souveraineté nationale et européenne d'ailleurs, les deux. Donc, pour commencer avec le rôle de l'industrie de défense, et après, je parlerai des règles en place pour les exportations. Alors, premièrement, le rôle de l'industrie de défense allemande, ou on pourrait dire aussi, c'est le contre-modèle de la France. Donc, le rôle de l'industrie en Allemagne et sa structure, sa place économique et politique sont profondément différents entre la France et l'Allemagne. Pour ne pas dire, en fait, les deux États sont quasiment à l'une et l'autre extrémité du spectre, je dirais, en Europe. Cela devient évident quand on regarde d'un peu plus près la structure de l'industrie en Allemagne et la compare à celle de la France. Donc, la première grande différence, en fait, c'est très simple, c'est que l'industrie de défense allemande est majoritairement privée depuis les années 70. Donc, comparé à la France, où l'État joue encore un rôle important et contrôle en partie cette industrie. Il y a certes des grandes entreprises notées à la bourse ou qui ont une structure mixte, comme par exemple Rheinmetall ou Airbus, mais la majorité c'est quand même des entreprises familiales, comme par exemple KMW en français, qui construit entre autres les chars ou des compagnies comme Diehl. Et souvent, ce sont vraiment des petits joyaux du savoir-faire des ingénieurs et très souvent très hautement spécialisés. C'est des tout petites entreprises, mais qui ont des connaissances mondialement recherchées. Une autre différence est la taille des entreprises allemandes. En Allemagne, on trouve surtout des PME et rarement des grandes entreprises ou des fleurons de l'industrie comme on les trouve en France. Sur le plan économie, et c'est une très grande différence également, il faut reconnaître que l'industrie de défense allemande n'est pas cruciale ou structurante pour la puissance économique de l'Allemagne. Elle n'est pas importante, très simple. C'est vraiment une grande différence comparée à la France. C'est par exemple le cas de l'industrie automobile, qui est important, mais certainement pas l'industrie de défense. Plus importante encore, l'industrie de défense en Allemagne est traitée comme une industrie, c'est-à-dire une question commerciale, économique, industrielle, mais pas comme une question de souveraineté ou même de fierté nationale. Donc, elle n'a en aucun cas le rôle de soutenir ou incarner ou assurer la souveraineté nationale. Loin de là, vraiment très loin de là, l'industrie de défense en Allemagne reste une industrie à réputation, disons, douteuse, ambivalente,
et beaucoup de responsables politiques préfèrent de garder leur distance avec cette industrie qui est toujours regardée un peu de côté. Donc, ce n'est pas vraiment une industrie avec laquelle on aime s'afficher. Pareil, dans le débat public, hein, l'industrie défense n'a pas une bonne réputation. Elle est vue d'un œil critique comme éthiquement douteux, car ce sont des armes pour faire la guerre, à cause des exportations dans les pays avec des régimes politiques douteux, où il y a l'oppression de la population ou qui sont engagés dans un conflit de guerre. Donc, aussi bien dans les questions politiques que publiques, l'industrie défense n'a pas une bonne réputation. Donc, c'est vraiment important de saisir cette différence. À Berlin, quand on parle de l'industrie défense, on parlera des questions industrielles. Et si je simplifie, à Paris, on parlera des questions de souveraineté. Cela explique aussi un autre accès au monde politique. Il est plus facile en France, où par exemple les grands projets comme le SCAF, donc le système du combat aérien du futur, et par exemple poussé par l'Élysée, où les questions de défense et de géopolitique tout court sont des priorités poussées par l'Élysée. Ce n'est pas le cas de la chancellerie en Allemagne, ce n'était pas le cas dans le passé, et je ne pense pas que ça va changer bientôt, ça va changer avec le nouveau gouvernement, avec le chancelier Scholz, qui a pris le pouvoir il y a quelques jours. Donc, si on compare la France et l'Allemagne, pour résumer les différences les plus importantes, excusez-moi. Donc, si on compare les deux et si on veut résumer les différences les plus importantes, on voit qu'en France, l'État joue un rôle considérable dans l'industrie d'armement, qui reste en plus important sur le plan économique. L'industrie défense est considérée en France comme un élément clé pour préserver la souveraineté nationale et elle est digne de protection. Côté allemand, l'industrie est largement privée, les PME, économiquement insignifiante. En plus, elle souffre très souvent d'une réputation ambivalente, pour ne pas dire négative, et les milieux politiques préfèrent garder les distances. Donc ça, c'est vraiment un peu schématique, mais grosso modo, ce sont les grandes différences qu'il faut retenir, qu'il faut comprendre, pour aussi comprendre les différences, pour comprendre les difficultés et les conflits dans le franco-allemand quand il s'agit de la coopération industrielle. Un des grands sujets de discorde ou des problèmes de compréhension mutuelle concerne les règles d'exportation. C'est votre question. Vous aviez aussi demandé où on est, quelles sont les règles en place en ce moment. Donc, où on en est, comment l'exportation en ce moment est organisée en Allemagne. Généralement, quand on regarde la situation juridique ou la situation actuelle juridique et politique, l'Allemagne veut limiter les exportations d'armement d'une manière très stricte. Donc, le point de départ est une position restrictive. Ça aussi, c'est important de retenir. Nous avons deux lois en Allemagne qui définissent le cadre juridique dans lequel les exportations ont lieu. Premièrement, c'est un mot merveilleux en allemand, qui s'appelle Kriegswaffenkontrollgesetz. Donc, c'est la loi sur le contrôle des armes de guerre qui interdit grosso modo les exportations. Le deuxième, c'est la loi sur les paiements à l'étranger. Donc, on a un cadre juridique assez restrictif. C'est le premier cadre qui organise l'exportation. À l'intérieur de ce cadre juridique, je dirais, il y a un deuxième cadre, cette fois-ci politique, qui aide les gouvernements ou qui aide le gouvernement à décider si une exportation a lieu ou n'a pas lieu. Et là, il s'agit donc des déclarations à caractère politique. Il s'agit surtout des principes politiques du gouvernement fédéral pour l'exportation des armes de guerre et d'autres produits de défense qui datent de l'année 2000, et la position commune de l'Union européenne qui définit des règles communes pour le contrôle des exportations. Avec ces déclarations politiques, donc, qui s'ajoutent au cadre juridique, l'Allemagne a défini des critères assez strictes qui doivent guider ces décisions en matière de licence d'exportation. Ce sont des règles qui, par exemple, qui portent sur les droits de l'homme, donc il faut respecter les droits de l'homme. Il s'agit de sécuriser la destination finale des biens, donc si une fois on a exporté quelque chose, est-ce qu'on retrouve les armes, l'équipement ou pas? Et il interdit, par exemple, toute exportation dans des zones de guerre où il y a une situation d'oppression dans la politique, à l'intérieur. Normalement, l'Allemagne n'exporte pas dans des pays où ces critères, en fait, existent ou en place. Sauf, et ça c'est l'exportation, si c'est dans l'intérêt national de sécurité.
Quelle règle cela explique donc, et quelle règle est appliquée? Donc, la très sévère, on ne fait rien du tout, on peut quand même exporter un petit peu, dépend grosso modo du client. Et là, on distingue deux groupes de clients possibles. Premièrement, c'est assez simple comme distinction, premièrement, les partenaires. Les partenaires, ce sont les pays de l'OTAN, les pays de l'Union européenne et les pays comparables. Ce sont 4 pays comparables, c'est la Suisse, la Nouvelle-Zélande, l'Australie et le Japon. Pour ces pays-là, il n'est pas nécessaire de justifier une exportation. Bien au contraire, les exportations pour les partenaires au sein de l'OTAN, l'Union européenne et ces 4 pays, sont dans l'intérêt de l'Alliance, sont dans l'intérêt de l'Union européenne, sont dans l'intérêt de l'Allemagne, ils ne doivent pas être limités. C'est assez simple, les partenaires de l'OTAN, les alliés, ont le droit d'obtenir un soutien militaire entre eux, y compris les armements. Le refus, donc une exception à cette règle, doit être justifié et bien sûr, ça créerait des problèmes diplomatiques. Donc, pour faire très bête, pour vous donner un exemple, exporter des chars en Pologne comme partenaire de l'Union européenne et de l'OTAN ne doit pas être justifié, c'est normal. Au contraire, si l'Allemagne décidait de ne pas le faire, de ne pas exporter de l'équipement, des armes de guerre dans un pays de l'OTAN, de l'Union européenne, elle devrait le justifier. Donc la règle est OK pour les exportations et tout rejet, tout refus doit être justifié. Donc c'est bon pour les partenaires OTAN, Union européenne et les 4 pays comparables, Suisse, Nouvelle-Zélande, Australie, Japon. Ça, c'est le premier groupe, les partenaires. Le deuxième groupe, c'est les non-partenaires. Ça veut dire tous les autres pays. Tout. Ici, les exportations sont un principe interdit. Donc, la règle de base est l'interdiction. Et toute exception, donc toute autorisation, doit être justifiée. Donc, en fait, c'est l'envers du groupe partenaire. Sauf si les intérêts de sécurité de l'Allemagne ou de l'Alliance l'exigent, une licence d'exportation peut être accordée. Le gouvernement décide alors au cas par cas en fonction des intérêts politiques. Alors là, il s'agit des décisions hautement politiques, des décisions judicieuses, comme la vente des sous-marins à l'Israël ou des chars à l'Arabie saoudite. Donc là, encore une fois, pour les non-partenaires, la règle de base est non, et toute exportation doit être justifiée et prise au cas par cas. Donc ça, c'est un peu la règle de base. Donc ce qu'il faut retenir, en fait, c'est normalement, l'Allemagne veut restreindre les exportations à un maximum. Ce qui est encore important à saisir, à comprendre dans le cas allemand, c'est que les exportations sont très critiquées et très souvent politisées dans le débat politique et dans le débat public. C'est un sujet très souvent discuté d'un point de vue éthique. Est-ce que l'Allemagne soutient des conflits militaires si elle exporte des armes? Est-ce qu'elle a même une responsabilité dans les conflits, par exemple au Yémen, si elle livre des armes? Et le ton dans le débat public est résolument critique, très, très critique. Il y a très peu de soutien ou de justification pour les exportations. La raison qu'on entend parfois de garder une vie, enfin qu'il faut exporter pour en fait garder en vie l'industrie nationale n'est pas une raison qui est évoquée. C'est vraiment pas un argument qui passe. Donc l'approche de base en Allemagne est une approche très restrictive, mais qui, dans le passé, n'a pas toujours été appliquée d'une manière systématique. Et effectivement, la plus grande critique des partenaires de l'Allemagne en direction de Berlin n'est pas que l'Allemagne est restrictive, ou n'est pas que l'Allemagne a une approche restrictive et veut limiter les exportations. Tout le monde, on le sait. Et à la limite, enfin pas la limite, mais ça, c'est une décision de l'Allemagne et on la respecte. Mais la critique, en fait, que aussi Paris porte envers Berlin, c'est que les décisions de l'Allemagne soient imprévisibles et inconsistantes et que l'Allemagne elle adapte ses décisions en fonction de la situation politique ou de la pression publique. Donc la plus grande critique n'est pas être restrictive, mais être en fait volatile et imprévisible. Après le meurtre, par exemple, du journaliste de l'Arabie saoudite Khashoggi, l'Allemagne a arrêté les exportations en 2018, comme si l'Arabie saoudite avait été un pays exemplaire avant, qui aurait toujours respecté les droits de l'homme. Donc, en fait, la critique, c'était un peu... c'est pas, vous n'êtes pas très honnête là sur les décisions.
Et ces doutes sur les décisions ou ces questions de la prévisibilité, de la prise des décisions systématiques, ou la mise en question des décisions antérieures, pèsent aussi dans le contexte franco-allemand. Par exemple, sur les projets coopératifs comme le SCAF, donc le système de combat aérien du futur, où la France évoque la nécessité de les exporter et craigne que l'approche restrictive ou bien imprévisible de l'Allemagne pose problème pour la planification de ce projet et pour l'exportation future. Pour résoudre ces défis, ou pour au moins adresser ces points de conflit, dans plusieurs grands sujets, dans plusieurs grands, projets de coopération, le SCAF, le char du futur, par exemple. La France et l'Allemagne sont mis d'accord, avec un peu de la peine, avec le traité d'Aix-la-Chapelle, signé en 2019, sur quelques règles d'exportation, dont une règle importante qu'on appelle de minimis. De minimis, ça veut dire, dans ce cas-là, que l'Allemagne n'entrave pas l'exportation d'armements français dont moins de 20% des composants proviennent de l'Allemagne. Donc ça, c'est l'idée de de minimis. Quand c'est limité, quand c'est moins de 20%, il n'y a pas de décision, il ne faut pas décider séparément. Toutefois, les exceptions sont possibles si la sécurité nationale est concernée. Mais au moins, on avait trouvé un accord. Donc ça, c'est un peu la situation en Allemagne. L'industrie de défense joue un rôle complètement différent au niveau politique et industriel comparé à la France. Et les règles sont de base très restrictives, mais sont parfois interprétées ou mises en œuvre d'une manière très politique, ce qui a irrité très souvent les partenaires proches et surtout la France. Je vous remercie pour cette première question. Une deuxième question, peut-être avec une réponse un peu plus courte. Des élections ont eu lieu en Allemagne, un contrat de coalition a été présenté. Est-ce qu'il faut attendre des changements justement dans cette approche restrictive et dans son application? Oui, effectivement, il faut s'attendre à des changements et il faut s'attendre à une approche encore plus restrictive et surtout juridiquement contraignant comparé à ce qu'on avait avant. La volonté de limiter davantage les exportations ou de leur donner un cadre juridique faisait partie des programmes électoraux avant les élections. Ce n'est pas un sujet de discorde. La nouvelle coalition entre les Verts, les sociodémocrates et les libéraux, ils sont assez rapidement mis d'accord. Et c'est dans le traité de coalition. Il faut dire aussi que c'était déjà un sujet qui a été traité dans les coalitions précédentes. Donc, aussi, il y a 4 ans, dans le traité de coalition, il y avait déjà la volonté de restreindre les exportations. À l'époque, c'était surtout les conservateurs qui s'y étaient opposés. Donc, le sujet de vouloir davantage limiter les exportations n'est pas nouveau, il n'est pas controversé non plus. Donc, on s'attendait à ce que ça soit dans le traité de coalition. Dans le traité de coalition, il y a un paragraphe qui annonce cette approche plus restrictive et contraignante. Et cette approche doit être mise en œuvre sur 2 plans, le plan national et le plan européen. Au niveau national, le nouveau gouvernement veut élaborer une loi nationale de contrôle des exportations d'armement. Donc en ce moment, il y a une grande loi et après, il y a les principes politiques. Et l'idée est maintenant d'avoir une loi qui gouverne les exportations. Donc l'idée est d'ancrer les règles et de limiter les dérogations avec l'objectif clair de limiter davantage les exportations. Cette idée a été accueillie en France avec quelques réservations. Il y avait des questions si l'accord bilatéral du traité d'Aix-la-Chapelle que j'évoquais avant reste valide. Le traité de coalition fait effectivement référence au traité. Il dit on respecte le traité d'Aix-la-Chapelle, mais elle ne le fait pas très clairement quand on parle des exportations. Donc, ça, il faut le voir. Il y avait aussi un souci côté français que cette approche restrictive risque de rendre la coopération industrielle encore plus difficile. Je crois qu'il faut vraiment attendre les prochains pas. Il faut attendre le projet de loi pour pouvoir juger, pour pouvoir répondre à ces questions-là. Mais je pense qu'il est important, c'est qu'il y a aussi une dimension positive. La critique de la France et d'autres pays portait souvent sur le caractère sur le manque de prévisibilité et de fiabilité des décisions allemandes. Si maintenant il y a une loi, ou si on aura une loi, quand on aura une loi en Allemagne, il y aura certainement plus de clarté
et plus de prévisibilité. Donc, une nouvelle loi au niveau national et deuxièmement, au niveau européen, le nouveau gouvernement aimerait adopter un règlement européen qui porte aussi sur les exportations. Et là aussi, il y avait des députés européens verts qui étaient très engagés sur ces questions-là. Mais c'est très clair dans le traité de coalition. L'Allemagne veut adopter ou veut préparer cette réglementation au niveau européen ensemble avec les partenaires, donc en coopération avec ses partenaires. Et maintenant, la nouvelle coalition est en place depuis même pas 2 semaines. Donc, il faut vraiment attendre comment ça va s'organiser, les projets de loi et la mise en œuvre. Je remercie Claudia Major pour son intervention. Comme vous avez pu le voir, la coopération européenne ne cesse de se développer, la coopération avec les Allemands. Donc ce point de vue nous paraissait important à rappeler dans cette table ronde. Et je ferai réagir mes invités aussi sur ces questions-là. Je vais commencer à passer la parole à Jean-Marc Duquesne et donc Claudia Major a relevé les questions éthiques qui montaient. Sylvie Matelli tout à l'heure nous a parlé des critères ESG. Est-ce que vous voyez pour les entreprises qui sont affiliées au GICAT et peut-être plus spécifiquement sur les PME et ETI, est-ce que vous voyez un changement d'environnement ? Jean, merci. Bonjour à tous. Oui, nous ressentons bien sûr ce changement de situation. Et je voudrais dire, c'est un sujet que l'on voit monter depuis quelques années. Je fais écho aux propos du professeur Christian de Boissieu sur le côté irrépressible et irréversible des critères ESG. Et je prendrai un exemple très concret. Je discutais la semaine dernière avec le président de la commission de PME du GICAT, et il me disait à quel point ce souci transparaissait dans toute la chaîne, dans toute la supply chain, car dans les audits que font les maîtres d'œuvre industriels, eh bien, là, ces questions, ces critères, ces indicateurs apparaissent et sont devenus maintenant absolument primordiaux pour la supply chain, quitte à en faire d'ailleurs un critère de maintien dans cette supply chain. D'où l'importance de ces critères donc RSE, ESG. Alors, aujourd'hui, je dirais ce que on voit bien que il faut peut-être s'interroger sur l'origine aussi de ce mouvement RSE. On voit bien que ça remonte maintenant à quelques années, qu'il s'est implanté. Je rappelle néanmoins que les critères RSE ont été élaborés à la base pour améliorer les politiques publiques, pour notamment des motifs d'égalité, d'inclusion, de respect de l'environnement. Et je pourrais encore, je dirais, élaborer un peu plus sur ce sujet. Et ils se sont imposés dans les évaluations financières des entreprises, notamment à compter de 2006 et du rapport des Nations Unies sur les principes pour l'investissement responsable. Et ça a été repris en 2016, et là je vais faire écho à ce que vient de dire Claudia Major, de ce qui va se faire devant nous, probablement sous l'impulsion allemande dans les années à venir. Ça a été repris en 2016 par la Commission dans une communication intitulée « Prochaines étapes pour un avenir européen durable ». Et la Commission européenne a fait le lien entre les objectifs de développement durable des Nations Unies et le cadre d'action de l'Union. Alors ça m'amène aux enjeux éthiques. La problématique pour l'industrie de défense est assez simple. Est-elle compatible avec les objectifs de développement durable ? Je note au passage que l'ONU avait 17 objectifs de développement durable et l'un d'eux est la paix. De là, ma réponse est globalement assez simple. Je ne souhaiterais pas être schématique, mais il n'y a pas de sécurité pour une société démocratique comme la nôtre sans une industrie de défense pour pouvoir disposer des moyens qui concourent au maintien de cette paix. Alors, ça m'amène enfin sur les enjeux environnementaux. La problématique se pose à notre secteur de la manière suivante. En quoi, nous, industrie de défense, sommes-nous différents des autres secteurs ? Qu'est-ce qui justifierait que nous ne ferions pas les mêmes efforts pour la transition énergétique ? Je propose une réponse en 3 temps, avec 2 contraintes. La défense, comme toute industrie, émet du CO2. C'est un fait. Donc, comme tous les autres, elle doit faire ce qu'elle peut pour réduire ses émissions, tant pour la fabrication
des équipements que pour, je dirais, qu'à travers ces équipements qu'elle produit. Cela étant, une première contrainte de principe, notre but, notre finalité est de fournir aux forces les moyens de nous défendre. L'impératif de réduction des émissions ne doit pas obérer la capacité actuelle de nos forces. Donc il y a une conclusion très simple et très rapide. Pour y parvenir le plus rapidement possible, il faut dédier un financement conséquent en matière de R&D, et donc à partir de financement budgétaire, de façon à pouvoir, je dirais, rapidement faire évoluer et diminuer nos émissions. Deuxième contrainte, pratique cette fois, l'industrie de défense se singularise par sa temporalité et son échelle de production. Notre secteur se projette sur plusieurs décennies. Si je prends le domaine terrestre que je représente, nous avons nombre de blindés qui ont 40 ans d'âge. Le Griffon qui vient de sortir, qui est un autre blindé, a un prototype pour un hybride, mais qui ne sera, je dirais, disponible qu'en 2025. On voit bien que là, il y a une notion de temps. La deuxième chose qui est importante, c'est la notion de quantité. Nous faisons des petites séries. L'industrie de défense, c'est de l'artisanat quasiment. Et donc, là aussi, les échelles ne sont absolument pas les mêmes que dans le secteur civil. Donc, conclusion, notre transition énergétique nécessaire nécessite donc d'être anticipée et adaptée. Merci Jean-Marc. Donc vous avez évoqué ces problèmes qui montaient. Est-ce que ces questions-là ont des conséquences actuellement pour vos PME et ETI ou est-ce que c'est juste dans le discours et dans l'environnement général? Alors, j'ai évoqué les problématiques de financement, j'ai évoqué les problématiques d'adaptation qui a forcément un coût. Et donc pour que nos PME et l'ensemble de la filière soient, je dirais, au rendez-vous. Mais je dirais qu'on voit bien que là-dessus, le problématique de financement, actuellement, que ce soit pour le développement des PME ou pour l'exportation, qui a été évoquée dans la table ronde précédente. On voit bien qu'en matière de financement, on a deux niveaux de lecture. Il y a un niveau de lecture que je dirais micro ou national, qui a trait à l'exportation, mais aussi au développement de l'entreprise. Et j'insiste sur un fait, ces entreprises qui sont pure player défense. Vous avez des entreprises qui ne produisent que pour la défense. Néanmoins, la majorité d'entreprises sont duales et ne rencontrent pas toujours les mêmes difficultés de ce fait. Alors, ce que j'indiquerai, c'est que actuellement, pour des problèmes de compliance, pour des problèmes qui sont liés, je dirais, à cette spécificité et à tout ce qui représente actuellement l'esprit de l'industrie de défense, et l'action, et ça a été évoqué je dirais là aussi dans la table ronde précédente, l'action de certains acteurs contre cette industrie de défense, on ressent une certaine frilosité de la part du monde bancaire à ce sujet. Alors, cette frilosité a été étudiée, je dirais, et je salue l'action des députés Thiriot et Ballet-Bleu à ce sujet, qui ont fait une mission dans le cadre de la commission de défense et qui ont produit une analyse très complète à ce sujet, ainsi qu'un certain nombre de propositions. Alors, pour revenir à ta question, Jean, concrètement pour une entreprise, eh bien, c'est une assez grande difficulté. D'abord, un dialogue souvent compliqué avec sa banque, une difficulté que, même si la relation est bonne avec l'agence de sa ville, eh bien, dès que c'est un sujet, dès que c'est marqué défense, ça part à Paris, c'est la compliance, des délais, donc souvent des délais qu'on ne connaît pas, beaucoup de temps chronophage, extrêmement difficile pour une PME, une ETI, qui, contrairement aux grands groupes, ne peut pas internaliser des services spécifiques pour cela. Donc voilà une première conséquence très concrète, très pratique. Voilà. Après, il y aura d'autres conséquences aussi. On voit qu'il est beaucoup plus simple d'aller chercher des crédits auprès de filiales de banques étrangères plutôt que de banques françaises. Donc est-il normal que tous les dossiers
donc passe dans les mains de banques étrangères, filiales, même si c'est les filiales françaises sur Paris, qu'elles sont tout à fait, je dirais, autorisées, reconnues, et qui donc disposent de toutes les habilitations nécessaires pour la France. Alors, comme je l'ai souligné, c'est vraiment les PME et les ETI qui souffrent le plus, mais je vois arriver maintenant d'autres dangers. Le danger bancaire a été identifié. Nous avons d'ailleurs commencé un dialogue qui n'est pas simple avec les banques, avec la Fédération française des banques à ce sujet, pour voir comment on pouvait améliorer les choses, comment est-ce que nous pouvions simplifier les choses pour les entreprises, comment nous pouvions avoir plus de visibilité, comment nous pouvons mutuellement faire plus de pédagogie, comprendre les problématiques de l'industrie défense pour les divisions compliance des banques, comprendre les problématiques des banques pour les entrepreneurs qui aussi doivent se comprendre que les banques ont des contraintes de plus en plus importantes, et ça nous amènera à la problématique européenne que j'aborderai ultérieurement. Donc, je dirais que le deuxième point qui nous soucie ici, c'est qu'on voit maintenant le secteur des assurances. Le secteur des assurances commence aussi à être très sensible à la dimension défense. Et on voit des PME, des ETI qui, depuis 20 ans, avaient le même assureur. D'un seul coup, à la suite d'une revue de portefeuille, eh bien, l'assureur lui annonce que, ayant beaucoup grossi le domaine défense, il devient moins fréquentable pour sa compagnie. Dernier point, qui vient de m'être cité le mois dernier, nous commençons à assister le problème avec les transporteurs. Vous avez maintenant un certain nombre de transporteurs, quand vous êtes estampillé défense sur vos colis et sur vos matériels, qui refusent, je dirais, de vous transporter. Donc on voit bien que c'est un problème de fond, des choses qu'il faut vraiment que nous prenions globalement en compte. Très rapidement, ça c'était le problème micro et national. Le problème macro, je dirais, c'est la dimension européenne. On voit bien, et c'est une bonne chose, que la Commission européenne est engagée dans un agenda de verdissement et de responsabilisation des investissements financiers. Et donc, mais là aussi, on voit qu'il y a un problème de fond, puisque certes, il est bon d'avoir une taxe, il est bon, je dirais, de se poser cette problématique, que ça débouche sur des concepts évoqués précédemment, que ce soit de taxonomie environnementale, sociale ou d'écolabel. Et c'est là où il faut que les questions aussi se posent. Est-ce que l'industrie de défense est compatible avec la société que nous voulons au niveau européen ? Et donc, il faut que là aussi, qu'il y ait une cohérence de l'action européenne. On ne peut pas d'un côté avoir la création d'une direction générale défense à travers DG Défis et donc de promouvoir une industrie de défense européenne de façon à ce que l'Europe puisse se protéger, puisse se défendre, et dans le même temps, mettre un cadre et un carcan qui va, je dirais, quasiment interdire aux banques de financer l'industrie de défense. Donc il y a un problème de fond, de cohérence globale de l'action européenne dans ce domaine. Et je pense que d'ailleurs, nous voyons que le politique s'est saisi du sujet, que nos institutions s'est saisi du sujet, mais, et là je reviens sur ce que vient de dire Claude Amayor, et on pourra peut-être l'aborder tout à l'heure, Jean, au niveau franco-allemand, la façon dont nos amis allemands vont probablement, suite à l'accord de coalition, déborder la problématique de l'exportation d'armement sur l'Europe. Merci beaucoup Jean-Marc. Marion Paradas, vous êtes vice-présidente chargée des relations internationales chez Thales. Thales est une grande entreprise de défense, mais elle est duale. Et puis, comme autre caractéristique, elle est cotée sur les marchés financiers. Donc, est-ce que vous pouvez nous donner le positionnement finalement de Thales vis-à-vis de ces questions ? Merci beaucoup et merci de me donner l'occasion de parler de ces enjeux éthiques et sociétaux qui sont aujourd'hui vraiment une préoccupation de l'ensemble des entreprises, quelles qu'elles soient. Ce que je dirais sera très concurrent avec ce que vient de dire Jean-Marc Duquesne. Je crois qu'aujourd'hui, les attentes, elles viennent dans ce domaine, elles viennent à la fois
des pouvoirs publics, puisqu'il y a des lois, on doit respecter un certain nombre de législations. Elles viennent de l'opinion publique, mais aussi des marchés, comme vous venez de le dire, des marchés financiers. Mais elles viennent aussi de l'intérieur des entreprises. Elles viennent des personnels qui ont des attentes dans ce domaine, et notamment des jeunes générations, des jeunes talents. Pour les attirer, il faut aussi être prêt à répondre à ces préoccupations. Et pour nous, il y a 3 grands enjeux sociétaux au sein de Thales auxquels on veut répondre. C'est rendre le monde plus sûr, et ça a été dit, la paix, la sécurité, c'est la première des grandes nécessités pour assurer un développement durable, plus respectueux de l'environnement et plus inclusif et équitable. Donc Thales est un membre du Pacte mondial pour le développement durable, et c'est un acteur de la société avec plus de 80 000 personnes dans 56 pays. On est un acteur de la société. Comment est-ce que tout cela se traduit ? Ça se traduit vers l'extérieur, vers les clients, vers nos correspondants qui sont dans le monde entier. Donc assurer la sûreté et la stabilité, c'est au travers des produits que nous vendons, hein, de la défense, la sécurité, mais aussi la sécurité numérique. Donc nous sommes présents sur l'ensemble. Puis l'environnement, puisque dans beaucoup de ces activités, Thales contribue à réduire les émissions de CO2 de nos clients, qu'il s'agisse de l'optimisation des trajectoires d'avion, puisqu'on est très présent dans le domaine de l'avionique et du contrôle du trafic aérien, mais aussi dans le monde du numérique, où l'on fait vraiment des recherches extrêmement intéressantes pour l'avenir. Et je mentionnerai vraiment quelque chose qui est extrêmement impressionnant lorsqu'on va voir nos équipes à Palaiseau, chez Thales Recherche et Technologie. Thales travaille sur le développement de processeurs neuromorphiques qui miment le comportement du cerveau, le cerveau étant le calculateur le plus économe en énergie que l'on puisse trouver. Et donc, on espère avoir des produits qui pourront introduire ces technologies d'un horizon de 5 à 10 ans. L'engagement social aussi, si l'on regarde le monde aujourd'hui, 1 milliard d'êtres humains n'ont pas d'identité, vivent sans identité, c'est-à-dire sans accès aux services, sans accès à la citoyenneté. Et donc dans les produits que nous proposons, nous apportons cette reconnaissance de l'identité par les produits de carte d'identité, de passeport et autres outils numériques. Mais également, l'espace, les télécommunications spatiales sont un moyen de réduire la fracture numérique et d'amener également cette capacité à toutes les populations à participer à la vie éducative, sociale, économique. Et on a pu voir pendant la grande période que nous avons connue de confinement combien ces outils et ces communications étaient indispensables. Alors, tout cela se traduit également en interne. Je mentionnais l'intérêt des personnels de l'entreprise également pour ces problématiques. Dans le domaine de l'environnement, donc on est d'ores et déjà, on a dépassé les orientations qui avaient été prévues initialement, et on pense pouvoir être en net zéro en 2040, ce qui est, je pense, une belle performance à réaliser. Dans le domaine social, la diversité, c'est aussi un des grands axes d'action de l'entreprise, avec une féminisation des instances dirigeantes et des fonctions d'encadrement. J'espère en être un exemple. Et puis la gouvernance. Et là, alors, je vais juste partager un petit élément personnel. Lorsque je suis arrivée chez Thales, la première chose dont on m'a parlé, c'est la loi Sapin. Je suis arrivée et le lendemain, on m'a dit il faut vous former, la loi Sapin. Donc vraiment, ça, c'est une politique extrêmement forte sur tout ce qui est lié à l'anticorruption. Les personnels pouvant être exposés sont à 100% d'entre eux sont formés tous les 2 ans à ces aspects. Thales a été certifié ISO dans ce domaine. On a adopté un code de conduite de prévention de la corruption et des trafics d'influence, et également des principes d'éthique qui s'appliquent dans l'ensemble des activités. Donc c'est vraiment aujourd'hui ces éléments ESG dont on a parlé irriguent réellement la politique de l'entreprise.
Et on le voit d'ailleurs dans l'évolution de vos notations ESG. Hein, quand on étudie les 4 entreprises défense cotées au niveau ESG, on voit qu'elles ont fait plus de progression que les autres au niveau de ces critères. Mais malgré cet effort, est-ce que vous avez quand même des problèmes de financement comme ils ont été évoqués pour les PME et les ETI ? Alors pour nous, pas directement de problème de financement pour le moment, enfin j'espère que nous n'en aurons pas, mais néanmoins nous sommes conscients qu'il faut être pédagogue dans ce domaine de la défense. C'est quand même assez paradoxal que l'on mette en cause cette industrie qui est la plus contrôlée, la plus réglementée, finalement la plus transparente. Les pouvoirs publics savent tout ce qui se passe dans nos entreprises et les décisions politiques d'autorisation, d'exportation sont prises en toute responsabilité. Ça a été longuement exposé dans la première table ronde. Et on exporte à partir de grandes démocraties qui élisent leur gouvernement qui appliquent des lois et des règlements et qui donc sont totalement transparents dans cette mise en œuvre. Alors, malgré tout, il faut être vigilant. Et sur ces aspects de financement, alors ça a déjà été mentionné, nous avons les problèmes de peut-être contradiction au sein de l'Union européenne. Jean-Marc Duquesne l'a très très bien dit, et je ne vais pas y revenir dans le détail, mais la taxonomie européenne qui doit limiter les financements pour les entreprises qui font plus de 5% dans le domaine de la défense, 5% de leur chiffre d'affaires dans le domaine de la défense, et en parallèle, le Fonds européen de défense, 8 milliards consacrés au développement de programmes de défense et qui sont menés à consolider la base industrielle et technologique de défense européenne. Donc voilà, on est dans ces espèces de contradictions assez dommageables, très certainement, pour la cohérence de la vision européenne. Mais on a aussi quelques difficultés parfois selon les destinations, puisque certains pays certaines banques refusent de financer sur certains pays, et les assurances maintenant également ont des restrictions. Et puis peut-être un point un peu nouveau qui nous a été, dont on a été alerté par nos collègues d'Europe du Nord, où des fonds et des banques établissent des listes noires de sociétés sur la base d'évaluations faites par des organismes des organismes de cotation d'évaluation non financière, et qui utilisent d'autres critères. Et le critère retenu, c'est la participation à des programmes de dissuasion nucléaire. Et ça, c'est vraiment une nouveauté que nous venons de constater. Peut-être d'autres l'avaient déjà constaté précédemment. Oui, et effectivement, on voit une pratique différente suivant les fonds. Certains prennent en compte la note ESG et donc pondèrent leur investissement en fonction de ça. Et puis d'autres fonds excluent totalement les entreprises qui feraient de la défense. Est-ce que du coup, il y a des solutions qui sont envisagées chez Thales, un positionnement différent ou accentuer les autres actions dont vous nous avez parlé tout à l'heure ? Alors peut-être trois axes chez Thales. D'abord, une organisation interne qui se veut très collaborative sur ces sujets de compliance et ces sujets d'ESG, où un réseau est vraiment créé entre toutes les entités en France et à l'international également, puisqu'on exporte à partir d'autres pays que la France. Il y a également un point sur lequel on travaille beaucoup en France, c'est le lien avec l'administration. On essaye d'être aussi informé, aussi proche que possible pour être sûr qu'on est toujours en lien et en respect de ce qui nous est demandé. Et je crois que là, c'est vraiment un travail que l'on fait aussi grâce au groupement industriel, où il y a vraiment également beaucoup de coopération ensemble pour évaluer et être prêt à réagir. Et puis, il y a une chose quand même qu'il faut dire. Pour nous, l'exportation, c'est une nécessité. Et on s'aperçoit que la mise en œuvre de ces critères ESG, de la compliance, n'ont pas réduit notre capacité à exporter. Les résultats sont là et montrent qu'une entreprise qui respecte les règles est quand même aussi un très bon exportateur. Et on continue à penser que l'exportation est absolument indispensable pour nous, pour financer l'innovation,
pour continuer à avoir une présence européenne forte face à d'autres concurrents internationaux qui pénètrent le marché européen. On l'a dit aussi dans la première table ronde. Nos concurrents en Europe sont quand même très internationaux et on a besoin des marchés export pour pouvoir innover et rendre rentables aussi ces innovations. Donc voilà, et puis on voit arriver ces problématiques de contrôle européen, de nouvelles réglementations. Évidemment, les entreprises appliqueront ce qui leur sera appliqué, ce qui seront imposés, mais là aussi, ce sont des sujets sur lesquels il faut que l'on travaille. Tous les industriels, je pense, français, en liaison également avec les groupements. Merci beaucoup. Merci Marion Paradas. Philippe Koch, Claudia Major a parlé de ce changement d'environnement au niveau de l'Allemagne. Jean-Marc Duquesne et Marion Paradas on en parlé au niveau de l'éthique, de l'environnement. Est-ce que finalement la question qui nous importait dans cette table ronde, c'est de savoir s'il y avait un autre modèle possible pour notre modèle de défense et pour conserver notre autonomie stratégique? Est-ce que vous pensez qu'un autre modèle est possible à court terme? Très bonne question. Peut-être, je voulais faire un petit commentaire préalable vis-à-vis de ce qu'a dit Claudia Major. Tout à fait. Qui a peut-être omis de dire une chose qui est fondamentale dans le système allemand, et on est le premier fournisseur de défense en Allemagne, donc on baigne dedans, c'est que le Parlement fait partie de l'exécutif. Donc le Parlement est donc valide, au-delà de 25 millions d'euros, toute décision d'acquisition en particulier. Donc c'est très différent par rapport au système français, bien évidemment. Ça explique beaucoup de choses. Et ensuite, l'organisation en Länder du pays fait que la dimension régionale est également très importante dans le champ politique, plus qu'en France. Et quand on regarde tout ça, ben on a un partenaire qui fonctionne différemment. Voilà, ça c'est un fait. Et sur la partie, c'est sur la partie exportation à proprement parler, je crois que Claudia Major a bien insisté sur le fait qu'il y a un accord intergouvernemental. Les représentants de l'État de la table ronde précédente, en particulier Bertrand Lemeur, qui a été la cheville ouvrière, en aurait parlé mieux que moi, mais ça a été... Oui, je vais peut-être enlever mon masque, ça sera mieux. Il a été préparé de façon extrêmement soigneuse et en transparence avec l'ensemble des composantes politiques allemandes de gouvernement. Donc il n'y a pas de surprise. On a remarqué également que dans les critères, même si c'est formulé différemment, l'export est interdit en Allemagne, sauf si l'intérêt de l'Allemagne le demande. Et l'Allemagne, donc il y a quand même une part d'appréciation, et l'Allemagne est quand même un gros exportateur mondial, comme on l'a vu sur la planche tout à l'heure. Donc en fait, il faut être vigilant et voir ce qui va se passer. Le précédent accord de coalition était aussi restrictif. On a pu, dans ce cadre-là, quand même, arriver à un accord qui a été étendu à l'Espagne. On va voir comment les nouvelles autorités allemandes abordent le sujet au-delà des déclarations politiques. Et bien évidemment, en ce qui concerne Airbus, on a un souhait très fort sur lequel on poussera, c'est que la référence demeure cet accord trinational qui fonctionne. Aujourd'hui, on n'en entend pas parler parce qu'il fonctionne. Et avant qu'il existe, ce n'était pas le cas. Il y avait beaucoup de sujets. Voilà, je reparlerai peut-être un peu plus tard de l'ESG, parce je retrouve beaucoup Airbus dans ce qui a déjà été dit. Mais je vais revenir sur votre question précise. Donc, peut-être avec un préalable, c'est que, un peu provocateur, l'industrie d'armement, ça n'a pas d'existence en tant que telle. L'industrie d'armement, c'est le résultat d'une politique extérieure et de sécurité qui se décline en besoin d'autonomie stratégique ou pas, qui se décline en besoin de capacité militaire. Et derrière, les États financent. Et c'est de l'artisanat. Je ne crois pas que ce soit vraiment de l'artisanat, peut-être dans certains cas, mais en tout cas, taille des capacités sur mesure en fonction de besoins militaires exprimés. Donc c'est quelque chose qui est tout sauf une approche de marché. Il faut le rappeler parce que l'exportation d'armement, ça procède de cela, et l'exportation d'armement, ce n'est pas un business, c'est l'expression aussi, ça rentre dans le cadre d'une politique étrangère et de sécurité, d'abord, c'est ça qui fait sa légitimité,
Et ce qui fait aussi que on a cette approche en France est très liée avec l'État et avec un soutien de l'État qui est extrêmement fort et large. Et j'y reviendrai, on est au-delà de l'exportation d'armement, comme disait Bertrand Lemeur. Aujourd'hui, on exporte des systèmes de défense dans lesquels il y a une partie armement, mais pas que. Je parle bien sûr des capacités de type droit qu'il a évoquées, donc des grands systèmes. Bon. À partir de là, on constate également que sur les 20 dernières années, les formats des programmes, les formats des armées ont considérablement diminué. Même si on remonte à 30 ans, c'est encore plus drastique. Donc aujourd'hui, on a des séries qui sont courtes. Et il est évident qu'on ne peut pas avoir un outil industriel pérenne sur les séries purement nationales. Alors on peut rêver, on verra sur quelles possibilités pour le futur, une augmentation des budgets. Mais si on reste dans le cadre actuel, il faut atteindre cette masse critique qui fait la pérennité de l'outil industriel, qui permet de délivrer les capacités avec la performance, la qualité, etc. aux armées. Il faut atteindre cette masse critique. Et cette masse critique, il n'y a pas 50 façons de le faire. Il y a développer, faire baisser les coûts dans le cadre de coopération. Il y en a eu par le passé, ça s'est un peu tari dans les dernières années. Il y a de nouveau une dynamique compliquée, parce que c'est compliqué par nature, la coopération. On y reviendra peut-être tout à l'heure. Mais ça permet de partager les coûts. Il y a des difficultés, mais au final, on fait des produits qui répondent à des besoins. On n'achète pas américain, pour faire court, pour répondre à ses capacités. Vous les connaissez toutes. Et on partage les coûts. C'est globalement plus cher, mais pour chaque État, c'est moins cher. Première, et ça permet d'avoir des séries. Je prendrai un exemple, je vais le faire exprès, je prends un exemple qui n'est pas français, mais le cas de l'Eurofighter, qui est peu discuté dans ce pays, on va terminer au-delà de 700 avions. On a eu encore ce matin la confirmation d'une commande complémentaire espagnole pour une vingtaine d'avions. On attend des compléments allemands. Peut-être un jour, on arrivera à compléter des clients export. Mais on a une base industrielle, quand vous avez 700 plus machines, vous avez une base résiliente par nature. Et je ne parle pas de produits, etc. Ce n'est pas le sujet. Je parle bien d'outils industriels. Voilà. Et après, c'est l'exportation. L'exportation, ça permet de compléter. La programmation actuelle française, elle est faite, elle prend en compte des hypothèses d'exportation qui, si elles ne sont pas réunies, poseront d'énormes problèmes. Donc, ça fait partie intégrante de notre modèle. Y a-t-il une alternative aujourd'hui? La réponse est non. Il n'y a pas d'alternative. Et il n'y a certainement pas d'alternative. D'ailleurs, y en a-t-il une même à terme? Ce n'est pas du tout évident. En revanche, nous, notre souci en tant qu'entreprise, c'est de voir effectivement la montée des contraintes ESG. Les contraintes ESG, c'est une vague qui, dans tout un tas de domaines, est déjà complètement intégrée dans nos entreprises, dans les processus, tout a été dit. Je ferai un exemple, par exemple, qui pour moi est très important, c'est les hommes et les femmes. On a besoin d'attirer les meilleurs dans l'aéronautique en général, pour nous le spatial, mais dans la défense. Collectivement, on a besoin d'attirer les meilleurs. Si la défense a une réputation dégradée, on n'aura pas ça. Et ça serait dramatique. Donc il faut absolument qu'on maintienne et qu'on travaille collectivement en rappelant les valeurs fondamentales de la défense, de ce qu'est le premier devoir d'un État, qui est de défendre ses concitoyens et ses intérêts, de restaurer cette image. Et ce n'est pas facile, parce que quand on est entre Français, c'est simple. Et quand on est déjà dans un espace européen, les gens ont des avis, il y en a certains pays ont été cités, ont des avis différents, clairement différents. Mais l'Europe ça ne sert à rien de parler qu'entre Français, parce que le cœur des réglementations qui s'imposent dans nos pays, il est à Bruxelles aujourd'hui. Donc il faut arriver à entraîner, et c'est un travail de bénédictin, d'entraîner, pas d'imposer, mais d'entraîner des pays pour partager ce que pousse la France, avec peut-être certains compromis, mais en tout cas, on est obligé de rechercher une forme de consensus. Donc, je crois donc, je vais m'arrêter là. Donc, est-ce que notre modèle est viable? Est-ce qu'on peut penser que notre modèle actuel est viable à horizon de 25 ans? Je pose la question. Par rapport à cet environnement mouvant, et quand on regarde ce qui s'est passé dans d'autres domaines. À partir de là, je pense qu'on va y revenir. Qu'est-ce qu'on peut envisager de faire pour continuer à faire ce qu'on doit faire?
Oui, hein, donc votre réponse est qu'il n'y a pas d'alternative à court terme. Vous avez évoqué le long terme, la coopération. Est-ce que et la pression qu'il peut y avoir de votre environnement, est-ce qu'à long terme, cette pression-là vous obligera à changer votre comportement, ou est-ce que nos partenaires européens... Alors, le comportement des entreprises, il change, il doit s'adapter. Pour la raison que j'ai parlé des compétences, on doit attirer les gens. Parce qu'on a parlé des banques, mais il y a des assurances, mais il y a tout un domaine qui s'appelle les investisseurs. Les investisseurs, aujourd'hui, dans les entreprises cotées, il y a une partie des investisseurs mondiaux qui se détournent de la défense. C'est vrai qu'il y a une partie comment dire, d'effet domino, avec peut-être certains qui, en écoutant les ONG, il y a aussi une énorme ignorance dans le monde financier de ce qu'est la défense. Ça, il faut y travailler, mais c'est vrai que c'est très compliqué si on se positionne sur un niveau mondial, puisque les investisseurs, là encore, on est très largement du territoire et de l'Europe dans nos sociétés cotées. Donc, on va devoir s'adapter, on s'est déjà adapté. Ceci étant, ça veut dire mettre en place, et ça a été dit dans le cadre de Thales, dans nos entreprises, des règles, des processus, des comportements qui sont parfaits, exemplaires, éthiques. Ça, c'est le niveau minimum. Après, une grande partie de la décision d'exportation, pour revenir à l'exportation, elle revient à l'État, d'abord. Et l'État doit faire sa part de travail là-dessus. Je pense qu'il ne faut pas dire que l'alternative à l'export, c'est la coopération. C'est pas vrai. Enfin, en tout cas, ce n'est pas notre avis. C'est un équilibre qui va bouger. Ça sera plus difficile d'exporter au grand export pour les critères de ESG à l'avenir. Il y a plusieurs voies pour contrer ça. Il y a la coopération, c'en est une, la développer. Hein, elle a donné des résultats. On sait très bien ce qu'il ne faut pas faire au vu des coopérations passées. Donc, c'est possible. C'est très compliqué. Les gens ne pensent pas comme vous, voient les choses différemment. Les calendriers ne sont pas toujours ajustés. On peut faire la litanie de toutes les raisons pour lesquelles il ne faut pas coopérer si on ne peut pas faire autrement. Mais je crains qu'on ne puisse pas faire autrement. Ensuite, il y a l'exportation au sein du territoire européen, qui ne pose pas de problème. On l'a dit tout à l'heure, c'est assez nouveau, mais il y a quand même une dynamique sur les capacités qui ne sont pas les capacités les plus importantes au niveau européen. On vend des hélicoptères, pour ce qui nous concerne, dans des pays comme la Hongrie, qui est le premier client, pratiquement, enfin, un des principaux clients européens, la Hongrie. On a des hélicoptères en Serbie. Dans le domaine spatial également, il y a probablement des choses à faire. Donc, il y a un potentiel en Europe. Il ne faut pas partir battu au niveau européen. Il y a également au niveau communautaire le FED et la PESCO. Alors, pardon. Les montants peuvent paraître faibles par rapport aux budgets nationaux, mais il ne faut absolument pas sous-estimer sur ce FED et la PESCO le caractère fédérateur que va entraîner le fait que des États vont se parler de capacités communes, réfléchir en commun, arriver à converger sur des besoins. Des industriels également vont, de façon relativement modeste, mais quand même, travailler ensemble. Et voilà, la base industrielle aussi européenne de sous-traitance, enfin la base de sous-traitance, la BITD, va être élargie par nature, puisqu'on doit aller chercher des partenaires. Ça veut dire que les entreprises françaises de deuxième ou troisième niveau vont devoir aller se vendre à des maîtres d'œuvre autres, et réciproquement. Donc on va aussi européaniser la base industrielle. Ça, c'est quelque chose, le FED, c'est un catalyseur, et on verra le coup d'après, effectivement, si on peut passer à un stade plus important pour développer des matériels ou des programmes plus importants, mais il ne faut pas le sous-estimer de par son effet d'entraînement. Voilà, donc FED, exporter plus en Europe et ne pas partir battu, développer la coopération et absolument faire tout ce qu'on peut pour continuer à exporter au grand export, mais avec des contraintes qui seront plus difficiles et des règles qui seront plus contraignantes. Merci. Est-ce que sur cette coopération au niveau européen, avec votre expérience d'une grande entreprise européenne, il y aurait des choses à améliorer du point de vue d'Airbus ou... Si vous voulez, quand on fait un programme comme le Ménage 90, qui est au demeurant un hélicoptère extrêmement performant, et qu'on a 24 versions,
peut se poser légitimement des questions si on n'aurait pas pu faire un peu différemment. Voilà, c'est une première réponse. Donc, les structures passées ont souvent été très compliquées. Les États ont trop souvent donné des avis sur l'organisation industrielle. On a eu des répartitions de workshare, de travail qui n'étaient pas toujours conformes à la réalité de l'industrie. Ça crée des problèmes, ça crée des retards. Je ferai un commentaire, il y a peu de programmes, même nationaux, alors je parlerai que des États-Unis, comme ça il n'y aura pas aucun sous-entendu, mais qui arrivent à l'heure. Lorsqu'on parle de systèmes complexes, il y a toujours, dans l'histoire du développement des programmes, des difficultés et des retards, pratiquement systématiquement. Ce n'est pas du tout une excuse, c'est juste une constatation. Mais la coopération en apporte des difficultés. On les connaît, leadership clair au niveau des États, ce n'est pas toujours le cas, leadership clair au niveau des industriels, ça n'a pas été toujours le cas. Donc répartition industrielle, on connaît la recette. Donc ce n'est pas facile, parce que les États défendent aussi leur base industrielle, etc. Mais je crois que ce qui a été défini sur le drone, par exemple, va en ce sens, c'est très clair. Il y a un leader, en l'occurrence c'est nous et c'est l'Allemagne qui est le pays leader. Sur le SCAF, c'est la France. Le SCAF en général, c'est la France. Après, il y a 7 paquets, vous le savez. Et il y a des industriels se répartissent les différents piliers. C'est le terme consacré. Vous savez tous qu'il y a des difficultés à converger. Mais ce sont des discussions à la base qui sont entre industriels. C'est d'abord entre industriels. Et c'est beaucoup plus sain que d'avoir des discussions entre États qui parlent d'industrie en direct. Donc je pense qu'on est quand même aujourd'hui, on a des principes de base qui sont nettement plus sains pour bâtir des coopérations dans l'avenir sur des bases plus efficaces. Oui, certainement. Merci. Nous, il y a un point sur les coopérations qui nous interroge toujours en tant qu'économistes, c'est le principe du juste retour. Qui finalement, on le comprend très bien au niveau politique, mais en termes économiques, est-ce que c'est vraiment une recherche de la plus grande efficacité ? Est-ce que ça ne pose pas des problèmes justement sur ça ? Alors, la réponse est non, avec un bémol. À titre personnel, là, c'est Philippe Coq qui parle, je trouve totalement légitime qu'un État qui met 100 d'argent du contribuable soit capable de dire au contribuable qu'il a bien utilisé son argent. Ça, c'est le principe même d'un régime un peu démocratique. Donc ça, c'est vrai. Une fois qu'on a dit ça, ça ne veut pas dire qu'il faut faire n'importe quoi. Donc, là encore, il faut laisser aux industriels le soin, qui savent ce que je viens de dire, d'organiser les choses d'une façon convenable et de convaincre ensuite leur gouvernement respectif que c'est bien, mais pas l'inverse. Merci. Est-ce que Marion Paradas ou Jean-Marc Duquesne, vous voulez ajouter quelque chose avant qu'on passe aux questions de la salle ? Non, hein, donc nous allons poser quelques questions dans la salle et puis en distanciel. Hein, donc n'hésitez pas à prendre la parole et à poser quelques questions. Oui, donc une question. Bonjour, Marie-Hélène Barou, je suis de la DGA. C'est une question pour Monsieur Coq. Vous avez mentionné qu'effectivement, parmi les choses à améliorer, il faudrait diminuer l'interventionnisme que vous avez mentionné de l'État, enfin, tel que vous avez, voilà, sur les montages industriels dans le cadre de coopération. Ma question est la suivante. Est-ce que dans ce nouvel équilibre européen qui est en train de se construire avec les partenariats, etc., est-ce que la BITD française est prête à perdre dans un équilibre de montage industriel avec des partenaires européens ? Je crois que c'est une très très bonne question. L'idée, je ne pense pas que ce soit que la BITD française perde. Elle n'a pas à perdre si elle est compétitive. La question, c'est considère-t-elle qu'elle est compétitive ? On a l'habitude tous de travailler avec notre BITD nationale. La confrontation avec d'autres, ça va être un peu décapant. Il y en a qui vont sans doute se conforter. Il y en a peut-être pour qui ça va être plus douloureux.
Moi, je sais, j'ai eu l'occasion de discuter avant le Covid, ça date un peu, mais avec le patron de l'équivalent du GIFAS autrichien. Ils ont les crocs, hein, pour parler vulgairement, dans l'attente d'avoir accès et de pouvoir participer. Et la base industrielle autrichienne, il y a beaucoup de belles petites entreprises. Donc, il va y avoir, on a eu des discussions avec la DGA sur ces sujets-là il y a quelques mois. C'est une préoccupation de préserver notre base industrielle parce qu'on a besoin aussi pour nos programmes nationaux, enfin d'entreprises et qu'elles soient toujours là. Mais il va y avoir des frottements, oui, ça va être un peu douloureux, certainement. Et ça va créer une tendance aussi à regarder ailleurs et ce qui se fait. Donc c'est quand même, c'est une évolution de fond. Elle a été voulue par les États qui ont décidé de faire le FED. Hein. Donc c'est une volonté politique quelque part. Mais ça va changer, oui, ça va changer les choses. Mais je ne pense pas que la France parte quand même battue, elle n'a pas de raison. On a une base industrielle qui est extrêmement solide. La vraie question, c'est la compétitivité dans un monde qui sera un peu plus dur, quoi. Voilà. Une autre question de la salle, je crois là à gauche. Alors, en attendant la question, peut-être Jean-Marc Duquesne. Donc on le voit, hein, il y a une interrogation sur la mise en relation des PME avec d'autres grands groupes, sur la concurrence qui pourra arriver au niveau européen, exacerbée au niveau de ces petites entreprises. Est-ce que le J4 a des actions particulières dans ce sens pour les aider à se connecter à des grands donneurs d'ordre ? Alors, merci Jean. Je crois que c'est vraiment une réalité. Donc il y a cette compétition intra-européenne qui va venir, qui a été voulue, comme Philippe l'a dit, dans le cadre du FED, avec ce principe de 3 pays, de 3 entreprises, qui fait que lorsque vous êtes un maître de vin français, vous devez aller chercher 2 entreprises co-traitantes avec vous d'un autre pays. Mais je crois que, et là je peux parler pour ma boutique, le terrestre, c'est l'endroit où le ticket d'accès est le moins cher. Et donc nous sommes pris à la fois par une concurrence mondiale, avec les nouveaux émergents, je pense à la Turquie, je pense à la Corée du Sud, je pense à des pays plus anciens qui exportent comme la Russie, qui produisent des matériels avec de qualité à des coûts moindres que les nôtres. Et donc on revient bien sur cette problématique de la compétitivité et notre capacité justement à pouvoir assumer ça. Donc là nous avons, je dirais, une attaque par le bas de tous ces pays. Et puis nous avons le devoir, nous, en tant qu'industrie, de fournir aux armées françaises des matériels technologiques de qualité, un artisanat de qualité, mon cher Philippe, et technologique, de façon à ce qu'on leur apporte la supériorité technologique dans la crise. Et là, donc, nous avons un effet de mâchoire. Et il est très important, là aussi, c'est là où donc on revient sur la dimension politique et toute l'aide que l'État peut apporter, justement, en matière de R&D, de façon à pouvoir absorber ces coûts et maintenir une compétitivité à l'exportation. Merci. Marion Paradas, vous voulez ajouter quelque chose ? Oui, je voudrais ajouter quelque chose en complément de ce que, enfin, plutôt en regard de ce que disait Claudia Major sur la différence d'approche de l'industrie de défense dans les différents pays européens, et elle parlait de l'Allemagne par rapport à la France. Je crois que ces programmes du FED et en associant des entreprises de l'ensemble des pays de l'Union européenne, on pourra peut-être avancer aussi vers une vision peut-être un peu plus cohérente de nos intérêts de défense, nos intérêts industriels de défense, qui viendront accompagner aussi cette vision stratégique qui doit être approuvée au niveau de la boussole stratégique pendant la présidence française de l'Union européenne. Donc on aura à la fois la vision globale, la vision concordante de la menace, parce que c'est quand même un des points importants de la création d'un vrai sentiment commun de notre sécurité, et de l'autre côté, une industrie peut-être un peu mieux perçue aussi, parce qu'elle elle participera à cet effort global. Il faut peut-être aussi le voir sous cet angle, et donc sous l'angle aussi finalement de l'acceptation par les populations et de l'industrie de défense. Merci. Juste un commentaire, parce que je ne l'ai pas dit, mais sur le fond, de toute façon, la compétition, c'est sain dans l'industrie. On est beaucoup plus intelligent quand on est en compétition que quand on ne l'est pas.
Donc, c'est pas vraiment le cas, c'est peu le cas au niveau des maîtres d'œuvre, enfin pas au niveau national. Là, ça va renforcer. Moi, je pense que sur le fond, avec des frottements initiaux et peut-être des petits accidents, on en sortira avec une base industrielle qui sera plus forte. La compétition, c'est bien, par nature. Merci. Quand on peut. Donc une question de la salle. Oui, merci, vous m'entendez ? Oui, oui. Oui, j'ai une question qui reprend un peu sur ce qui a été dit par Madame Parada. C'est aussi un commentaire qui a été fait par Monsieur Koch sur une des différences entre la France et l'Allemagne, qui est le rôle du Parlement en Allemagne. En France, il y a un rapport qui est sorti, il me semble, l'année dernière par des parlementaires français qui proposait justement un rôle peut-être renforcé du Parlement dans en tout cas dans le contrôle des exportations en France. Est-ce que ce ne serait pas justement un moyen, si le rôle du Parlement était renforcé, un peu d'ouvrir le débat à ces questions éthiques et mieux prendre en compte ces questions éthiques qui sont, comme vous l'avez dit, importantes pour les jeunes générations, et aussi de peut-être nous rapprocher effectivement de nos partenaires européens où le Parlement va avoir ce rôle un peu plus important, donc c'est le cas en Allemagne, mais aussi en Suède ou au Royaume-Uni. Donc est-ce que c'est, voilà, juste du point de vue industriel, est-ce que vous auriez un commentaire là-dessus ? Merci. Est-ce que l'un de vous veut prendre la parole sur cette question ? Marion Paradas, peut-être en tant qu'ancienne diplomate ? Bien, merci. Ancienne membre du SGDSN qui a été beaucoup signalé aussi dans la première table ronde. Il y a quand même une chose intéressante dans ce rapport des parlementaires, c'est qu'ils reconnaissent la solidité du contrôle export en France. Et je crois que ça a été un des constats qui est arrivé à l'issue de l'audition très large qu'ils ont eue, à la fois de membres d'administration, d'industriels. Ça a été vraiment une consultation très large, y compris à l'international. Et donc, ils ont fait un certain nombre de propositions, dont certaines ont déjà été reprises pour avoir une meilleure information du Parlement, avoir un rapport qui soit présenté par plusieurs membres de l'administration. Voilà, je crois que c'est un très bon mouvement et cet effort de transparence est très positif dans la manière de gérer ce domaine de la défense et de son acceptation globalement par l'opinion publique, qui ne la conteste pas tellement en France d'ailleurs. On peut, toutes les sondages ou l'opinion publique française est quand même assez à l'appui de ces autorités sur sa politique, qui entre dans une stratégie aussi, comme cela a été dit longuement dans la première partie de cet échange. Mais alors je vais peut-être compléter la question. On a vu dans la première table ronde que finalement ces exportations s'insèrent dans un cadre de long terme, une relation militaire sur le très long terme. Est-ce qu'on a vu dans le cas allemand qu'il y avait de l'imprévisibilité avec cet exécutif ? Est-ce que justement ça serait cohérent ? Est-ce que ça serait possible d'avoir une décision du Parlement qui s'inscrive là aussi sur le long terme et qui reste prévisible ? Ça dépend de ce qu'on veut faire. S'il s'agit de faire intervenir le Parlement ex ante, donc dans le processus de décision, on risque d'arriver à moins de prévisibilité, évidemment. S'il s'agit d'un contrôle ex post avec un échange sur ce qui est fait, puis réorienter en fonction de ces conclusions, peut-être de certains aspects d'analyse, c'est autre chose. Donc il y a plusieurs options. C'est pas tout noir, tout blanc. Enfin, il peut y avoir une gradation. Ce qui est, je crois, ce qui a été choisi par les autorités françaises en donnant un certain nombre de réponses aux interrogations qui étaient contenues dans ce rapport. Très bien, merci. Une autre question ? Oui, vous avez parlé du développement de la coopération européenne, notamment grâce au FED. On va avoir plus de pays qui pourraient demain développer des capacités ensemble. La France continuera sans doute à souhaiter exporter ses matériels. Les autres pays n'ont peut-être pas la même politique. Plus il y aura de partenaires, plus ça sera compliqué. Comment voyez-vous l'évolution de la réglementation exportation, et notamment applicable à ces programmes en coopération ? Et est-ce que la tendance de certains pays à faire remonter ces politiques d'exportation au niveau européen ne risque pas d'emporter la position française actuelle ? Oui, je peux peut-être commencer à répondre. Dans les programmes en coopération, normalement, on prévoit les conditions d'exportation dans le cadre du programme. Donc déjà, ça fige les choses. Donc aujourd'hui, on a évoqué tout à l'heure, je crois, le SCAF.
c'est un sujet, ce n'est pas un sujet pour tout de suite. Le SCAF, aujourd'hui, on est en train de discuter pour une phase de démonstration 1B qui est encore papier. Donc on est assez loin de fabriquer des avions et les exporter. Mais ça sera un sujet qu'il faudra traiter, c'est clair. Après, je crois que tu as dit une chose. Là, la position du GIFAS est extrêmement claire. Airbus et son président, qui est accessoirement président du GIFAS aujourd'hui, la partage à 150%. On ne souhaite pas conférer une quelconque autorité à la Commission sur les questions d'exportation. Ce qu'on fait en Europe aujourd'hui, on construit des outils. J'allais utiliser une expression péjorative, mais c'est juste une image, j'allais dire canard sans tête. C'est-à-dire qu'on construit des outils qui sont intelligents, qui préparent l'avenir par le bas, alors qu'il n'y a pas de compétences en la matière au niveau supérieur. Alors que la défense par nature, ça part du plus haut niveau et ça descend jusqu'à l'outil de défense lui-même. Donc là, on fait des choses à l'envers parce qu'on ne peut pas faire autrement. Mais comment peut-on mettre quelque chose qui est éminemment politique comme l'exportation, et on a expliqué pourquoi tout à l'heure, j'y reviendrai pas, et qui touche aux intérêts souverains d'un État au niveau européen où cette notion n'existe pas, où il n'y a pas d'homogénéité. Et il n'y a pas d'horizon aujourd'hui, me semble-t-il, où on pourra dire que ça sera atteignable. On ne peut pas le dire aujourd'hui. Peut-être juste un petit complément à ces éléments. Tout à l'heure, Bertrand Lemeur l'a bien dit, les États européens ont quand même des approches très convergentes de leur contrôle export, de leur manière d'appliquer la position commune de l'Union européenne, des traités communs, des règles communes. Mais l'autorité, la responsabilité revient à l'État. C'est comme ça. Et ça a été réaffirmé à différentes reprises, sachant que quand même la base du contrôle, de la base de l'exportation des matériels de défense, c'est que c'est la prohibition. Ce sont des matériels qu'il est interdit d'exporter. Il faut quand même toujours revenir à ce principe. Et le deuxième point que je souhaitais souligner aussi, c'est que l'approche par accord qui pourrait être rendue nécessaire par ces coopérations est une bonne approche. Finalement, l'accord tripartite franco-almano ou germano-espagnol est finalement peut-être la bonne approche. On a un besoin, on y répond. On a des coopérations industrielles fortes avec l'Allemagne, on trouve des solutions. On a les de minimis et on a cette extension à l'Espagne qui permettra aussi de gérer les programmes en coopération. Je crois qu'il faut être pragmatique dans cette approche et éviter le dogmatisme qui risque d'arriver au blocage. Merci. Peut-être d'autres questions dans la salle ou des questions en distanciel ? J'avoue avoir peu de questions en distanciel, en tout cas qui font référence au thème de l'exportation. Il y en a eu une, je sais pas, je tire un peu, je rame pour faire. Est-ce qu'on a ressenti dans le tissu industriel français de défense le même niveau de désindustrialisation qu'on l'a ressenti dans le reste de la France? Et est-ce que vous pensez que la politique industrielle, et notamment l'exportation, et la politique industrielle française ont contribué, ou pourraient avoir contribué, je ne veux pas vous forcer, vous induire dans la réponse, à cette moindre désindustrialisation? Je peux d'abord commencer par un témoignage. Je peux commencer par un témoignage de la très grande, je dirais, proximité qu'il y a eu pendant la pandémie entre les groupements industriels qui ont chacun leur filière et la délégation générale pour l'armement, de façon à suivre, je dirais, la problématique et la montée en puissance des difficultés qui se sont fait jour. Et là aussi, grâce à ça, nos armées ont pu avoir du matériel disponible en permanence et pouvoir gérer les crises dans lesquelles elles sont impliquées. Donc je pense que c'est un côté extrêmement important et qu'il est tout à fait nécessaire de le souligner. Le deuxième point que l'on peut dire en matière de désindustrialisation, c'est que là aussi, ça a été aussi un révélateur de voir que lorsqu'on descendait N-3, N-4, N-5, ça dépendait des matériels, on avait là aussi par moments des difficultés à identifier et on a bien vu qu'il y avait des problématiques de provenance dans ce domaine. Donc là, je dirais, il y a eu peut-être aussi un peu une redécouverte de notre filière et de ces, je dirais,
ses forces et de ses limites. Bon, ce qui est important, là, comme toujours, c'est que les mesures ont été prises et qu'il y a une attention particulière qui a été faite, notamment par la délégation générale pour l'armement dans ce domaine, qui ont fait que, comme je l'ai dit précédemment, l'industrie de défense française a été présente, a été au résultat, que les matériels ont été donc réparés, que les matériels nouveaux ont été livrés, peut-être pour certains avec un certain décalage, mais maintenant c'est rattrapé. Après, il y a des problématiques mondiales, les problématiques mondiales de composants. Lorsque nous avons nos réunions avec France Industrie, on voit que l'ensemble de l'industrie est confronté à ça, et un certain nombre de composants qui sont dans nos matériels militaires sont les composants que vous retrouvez dans le civil. Très bien. Oui, pour compléter, on voit très bien que l'industrie, ça a été rappelé dans la première table ronde de défense, a un premier rôle sur la paix et la sécurité. On voit que ça a un impact économique important sur le tissu industriel. Et il suffit de regarder une carte d'implantation finalement de ces entreprises de défense en France pour voir que vous êtes situé généralement dans des territoires où il y a même un déficit finalement d'activité. Et donc vous contribuez à la fois à maintenir cette activité industrielle et à faire de l'aménagement du territoire. Je crois on l'a abordé plusieurs fois. Il y a la problématique, je dirais, d'intéresser l'ensemble de la population et de la jeunesse au métier de l'industrie de défense, avec les difficultés que nous rencontrons actuellement. Donc là, il y a à la fois une question de pédagogie, une question de capacité d'offre de formation, etc. Et les industriels s'impliquent beaucoup dans ce domaine. Le deuxième point, ce qui est très clair, et c'est aussi le fruit de l'histoire, l'industrie de défense est répartie sur l'ensemble du territoire. Et donc, c'est vraiment une industrie des territoires. Industrie des territoires qui offre, souvent dans des lieux peu industrialisés, une capacité de travail, d'emploi qui permet à ces territoires de vivre. Donc il est important là aussi de les soutenir. On est dans la politique, je dirais, des territoires au niveau national, et c'est quelque chose qui est à la fois pris en compte par les industriels, mais aussi, bien sûr, par le politique. Je voudrais un petit point sur les financements qu'on n'a pas évoqués, c'est-à-dire qu'il y a quand même eu là aussi des choses qui ont été faites à la fois au niveau de l'État. Je prends tout ce qui a été fait avec Definvest, par exemple, de façon à permettre, à faciliter, je dirais, l'investissement dans l'industrie de défense pour pallier certaines difficultés. Quelques initiatives qui viennent vis-à-vis du monde des startups, notamment, où les startups de défense aussi sont soumises aux mêmes difficultés que le reste des entreprises, puisqu'elles ont ce logo défense qui, je dirais, et là ça a été souligné tout à l'heure, les investisseurs, pour des questions de critères ESG, de finances durables, etc., se détournent dès qu'on voit apparaître le mot défense. Et donc là aussi, une initiative comme Défense Angels est de nature justement à pallier ces difficultés. Enfin, je voudrais revenir un peu sur la problématique allemande, parce que ça me semble important. C'est, je pense, ce qui va être au centre de beaucoup de nos discussions et relations. Comme ça a été dit fort justement, la solution qui a été trouvée en franco-germano-espagnol, avec le de minimis, il y avait moins de 20% de composants permet d'exporter, selon les critères français, ou du pays d'ailleurs. Et nous avons maintenant cette initiative, nous avons maintenant ce contrat de coalition qu'on peut saluer, un exercice démocratique où trois partis se sont mis d'accord assez rapidement sur un contrat. Et avec ce point qui, à l'évidence, va être un point de difficulté dans la relation franco-allemande sur la partie des exportations. Alors, il faut faire un peu je dirais, un peu d'historique de cette affaire. Il faut bien voir que ce point vient des travaux, d'ailleurs, pertinents et très documentés d'Anna Neumann. Anna Neumann, députée Grünen au Parlement européen, et qui a servi dans la rédaction de la plateforme de coalition, a été en charge de cette partie-là. Et donc, on voit bien que c'est cette idée allemande depuis le départ, ayant leurs propres problèmes internes liés, je dirais, à l'action des mouvements, soit religieux allemands, soit des ONG allemandes contre, je dirais, l'industrie de défense, et pour toutes les raisons qui ont été d'ailleurs fort bien expliquées par Claude Dameyer tout à l'heure. Et je suis d'accord avec toi, Philippe, il y a ce poids du Parlement qu'il faut bien, pour nous Français, intégrer dans la réaction allemande. Eh bien, on voit que cette plateforme est une façon pour nos amis allemands d'exporter un problème interne sur l'Europe.
et donc de déléguer à l'Europe une chose qu'ils estiment politiquement compliquée à gérer. Je suis peut-être un peu schématique en disant ça, et on voit bien que là, on tombe vraiment sur une des lignes rouges pour nous, qui est de ne pas se faire contraindre à n'exporter qu'au sein de l'OTAN et de l'Union européenne et de 3-4 pays assimilés. Car là aussi, on revient sur la finalité, je dirais, de l'industrie défense. Tu le disais fort bien tout à l'heure, Philippe. L'industrie défense, ça procède d'une volonté politique. Nous avons nos partenaires stratégiques, nous avons un ensemble de choses, ces partenaires stratégiques, il convient, je dirais, d'accompagner. Je reprends la notion du général Durieux de coopération stratégique par laquelle il a commencé. Merci Jean-Marc Duquesne, merci à l'ensemble des intervenants, Philippe Coq, Marion Paradas. Et nous allons passer la parole à Françoise Dumas.